Salut à tous, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defenders, pas de jaloux. Pour ce numéro, comme pour tous les autres, je suis en compagnie de Basile. Salut Basile. Salut, bonjour, bonsoir. Installez-vous confortablement car vous écoutez le numéro 8. Eh bien, comme à chaque épisode, on commence tout de suite avec les dernières news. On commence avec Agent of Shield. Donc la saison 4, actuellement en pause, reprendra le 4 avril. Elle se passera dans le framework où l'Hydra existe encore et dirige. Et en plus, on découvre que dans le framework, Ward est vivant. Génial, Ça va mettre un peu de bazar dans tout ça. c'est super. On a une saison 4 qui est pas trop mal, qui est un peu remontée par rapport au niveau au-dessus depuis qu'ils ont passé la partie Ghost Rider. Donc franchement, je pense que là, ils peuvent s'amuser à nous mettre des surprises un peu rigolotes. Affaire à suivre. Autre série, mais elle, à l'état de projet encore aujourd'hui, c'est The Inhumans. Donc on sait que Iwan Ryan, que vous avez peut-être vu dans Skins, qui jouait Simon, interprétera le rôle de Maximus. Tout le reste de la famille a déjà été casté. On va pas vous faire les noms parce que si vous voulez les retrouver, on vous recommande de lire l'article de blog dédié, ce sera plus simple. Donc le tournage a commencé à Honolulu. On a pu voir Black Bolt en scène. On a vu Crystal en jaune et aussi les premières images de Medusa. Pour le moment, pas beaucoup d'informations, mais rien qui nous a en tout cas hérissé le poil. Non, et même au contraire, moi je trouve qu'il y a un truc assez cool. C'est la présence de Ahu-Ran, qui est un inhumain, enfin une inhumaine assez récente, parce qu'elle a été créée dans les comics en 2004, donc elle fait vraiment pas partie de la famille royale de base. Et j'ai trouvé ça assez cool qu'ils prennent en compte les nouvelles, enfin, les nouveaux comics des inhumains. On continue toujours dans les séries avec Lock and Dagger, et le tournage du pilote est fini. La réalisatrice est très ravie du choix des acteurs, à savoir Olivia Holt et Aubrey Joseph. Et on n'a toujours rien vu de ce tournage. Autant les Inhumans, on voit des photos du tournage, là on voit rien du tout. Par contre, on a juste vu une toute petite photo des deux acteurs qui reprennent la pose de Cloak and Dagger et je les ai trouvés très mignons. Donc je me dis que oui, ça peut bien fonctionner. Niveau série aussi en production et qui vient tout juste de commencer, on est sur la série Mutante un peu secrète. Je dis juste secrète parce qu'elle n'a pas le nom officiel. Donc entre nous, on l'appelle Gifted parce que c'était le hashtag qui revenait assez régulièrement dans les publications. Donc là aussi, tout le casting a été choisi. On ne va pas non plus vous redire les noms et on vous renverra vers l'article si besoin. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut savoir de cette série? C'est une famille dont les enfants ont des pouvoirs. Ils doivent fuir le gouvernement qui est contre les mutants et ils croisent des mutants rebelles. Et c'est plutôt là où il y a des trucs assez cool dans le groupe des mutants, c'est parce qu'il y aura Blink, il y aura Eclipse qui est un mutant inédit, il y aura Polaris et Thunderbird. Donc Blink, on l'avait déjà vu dans X-Men Days of Future Past, mais ça sera pas la même actrice. Et Polaris, bah, c'est aussi assez cool, parce que Polaris c'est la fille de Magneto, elle a les mêmes pouvoirs que Magneto, et ça me fait un peu penser à Légion avec David qui est le fils de Charles. Donc à savoir si là aussi il y aura une filiation précise et assumée avec les films ou pas. À voir. En tout cas, avec ce pitch anti-mutant, on a l'impression que Donald Trump a déjà inspiré les scénaristes américains. On passe maintenant dans les films du côté de la Fox. Vous l'avez probablement vu passer, il y a un premier teaser qui est sorti pour Deadpool 2. Petit teaser discret et puis décalé comme on s'y attendait pour ce film. On n'a pas trop d'infos sur la présence de Cable. On sait qu'il y sera là, parce qu'il y avait le tag qui mettait Nathan Summer soon ou Will be there ou je sais plus quoi. Voilà, je sais plus, j'ai plus la phrase exacte.
Par contre, un petit truc étonnant, c'est qu'il y avait des affiches de Firefly un peu partout. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est juste une des séries les plus réussies du monde, mais qui a été annulée beaucoup trop rapidement. C'est un western de l'espace Qui s'est fini par un film. qui s'est fini par un téléfilm, effectivement, pour avoir les conclusions. On se dit que c'est peut-être une annonce de Nathan Fillion qui joue le capitaine du vaisseau dans Firefly. Alors là, c'est assez curieux parce que on a beaucoup parlé aussi de Nathan Fillion au moment du premier Gardien, parce que James Gunn est ami ou très grand fan de Nathan Fillion, je me souviens plus. On en parle énormément à ce moment-là. Je pense qu'on risque d'en reparler avec Guardians of the Galaxy 2 qui va bientôt arriver. Donc ça serait assez drôle de le voir et chez Marvel et à la Fox. Genre le seul qui peut le faire, c'est lui en fait. Je plaisante, il y en a plein qui l'ont fait, mais quand même. On continue avec un autre film dédié aux X-Men. Donc il y a déjà le film New Mutants qui a été annoncé, qui sera peut-être même une trilogie. Et a priori, il y aurait encore un autre projet annexe, un projet qui s'appelle actuellement X-Men Supernova, et qui pourrait bien être l'adaptation de l'arc Dark Phoenix. On y retrouverait donc Sophie Turner dans le rôle de Jean Grey qu'elle portait déjà dans X-Men Apocalypse. Elle aurait parlé d'un début de tournage à la fin de l'année. Pour l'instant, pas de réalisateur annoncé, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant comme d'habitude. Et c'est à peu près tout pour les films, puisqu'on n'a pas de nouvelles de Black Panther, on n'a pas plus de nouvelles de Guardians of the Galaxy Volume 2, si ce n'est les derniers trailers et maintenant tous les spots télé qui sont en train de diffuser. Si par contre on peut vite fait revenir pour les Gardiens sur la présence de Kurt Russell dans le rôle de Ego, et en effet ça a été confirmé, en tout cas dans le trailer, c'est confirmé que Ego est le père de Star-Lord. Pour ça j'ai aucun souci. Et surtout, il ne faut pas s'inquiéter de mon Dieu, les trailers montrent tout. James Gunn l'a bien dit, les deux trailers qu'on a vus, ça présente juste les 15 premières minutes du film. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse. Ouais, puis il serait même capable de faire une planète Ego qui arrive, qui dit à Star-Lord qu'il est son père. Et en fait, dans le film, tu te rends compte qu'il a menti pour le manipuler et finalement, c'est pas son père. Oui, Ça voilà. pourrait bien être quelque chose comme ça aussi. Donc, moi, je suis pas inquiet. Tout à fait. Et donc deux films qui font partie de la phase 3, mais quasiment la fin de la phase 3, c'est Ant-Man and the Wasp qui va commencer son tournage en juin 2017 à Atlanta, comme tous les films du MCU. Je crois qu'on n'est pas trop mal niveau estimation de calendrier, je crois qu'on avait dit juillet, un truc dans le genre, donc juin-juillet, ça passe à peu près. Par contre, pour Captain Marvel, je me suis bien plantée, parce que le tournage ne commencera pas avant janvier 2018, et toujours pas de réalisatrice. Par contre, vu qu'on a beaucoup vu Brie Larson et Samuel L. Jackson en promotion pour Kong, les rumeurs parlent de la présence de Nick Fury dans le film Captain Marvel. Faut voir. À mon avis, vu comment est Samuel L. Jackson en ce moment en roue libre totale du moment qu'il gagne de la thune, ça m'étonnerait pas de le revoir un petit peu. Et ben voilà, on a fait le tour des news. C'était un peu plus léger ce mois-ci, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. On va pouvoir donc enchaîner avec le sujet de ce mois de mars. C'est bien sûr notre avis sur Wolverine 3 Logan. She's like you. Very much like you. I am not whatever it is you think I am. She needs our help. Someone will come along. Someone has come along. This is what life looks like. People who love each other. A home. You should take a moment. Feel it. You still have time. Wolverine 3 Logan est donc le dernier épisode de la trilogie consacrée à l'homme griffu, et c'est aussi au passage le dernier film de Jackman dans son rôle titre, celui qui l'a un peu lancé auprès du grand public depuis X-Men réalisé par Bryan Singer dans les années 2000. Par rapport à l'historique du personnage dans les films, jusqu'à présent je pouvais dire je n'ai quasiment rien vu, à savoir rien du tout. C'est faux, parce que j'ai vu X-Men Origins Wolverine qui était passé il n'y a pas longtemps à la télé et j'avais pas trouvé ça top, et tu m'avais dit qu'il ne fallait pas voir l'Immortel. Par contre, j'étais assez hypée avec l'idée d'aller voir Logan. Bah effectivement, je t'avais dit, ne va pas voir le combat de l'immortel, c'est un échec complet. Et d'ailleurs, quand j'ai vu aux premières annonces de Logan que c'était James Mangold qui allait refaire Logan,
Ça m'avait quand même un peu freiné malgré la hype que j'avais pour ce film. Et pourtant, eh ben, j'ai été vraiment super emballé. Je me suis laissé porter sans problème et je suis bien content. Avant d'aller plus loin, je veux quand même préciser que je vais sûrement faire des gros spoilers de ouf parce qu'il y a des gros points positifs du film qui sont des gros spoilers. Donc attention, spoiler. Tu fais bien. De toute façon, je crois qu'on n'a jamais fait une critique sans faire de spoiler, parce que Ouais. c'est un petit peu difficile de parler d'un truc, mais il faut pas trop rentrer, et puis... Mais là, dans Logan, justement, ce qui est un des bons points, c'est qu'il y a des choses qui étaient vraiment pas teasées dans la bande-annonce, qui apparaissent et qui sont chouettes. T'as eu des surprises dans le film par... Ah oui, ouais, Bah, du coup, on va on on va, va y on va aller. y aller directement hein, sur le spoiler. Simplement, le fait qu'il y ait un clone de Wolverine comme arme ultime des méchants. Moi, j'ai trouvé que c'était une idée super cool. C'était, ça permettait d'amener un ennemi à la hauteur de Logan parce que il est face à des militaires, même s'il est plus fatigué, il se balade quand même, il faut le dire. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne surprise plutôt que de nous mettre un mutant un peu chelou, sorti de nulle part, probablement un peu inspiré d'un bout de comics et d'un bout d'un autre. Moi, je trouvais qu'ils avaient joué la simplicité, que c'est une bonne idée du film. En plus, visuellement, c'est assez bluffant, c'est assez chouette. Ouais, visuellement, c'est vrai que c'est assez bluffant, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui. Enfin, on n'arrive pas à savoir on en oublie quel est le vrai visage du Jackman, est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'il est pas Mm. vieux. Il y a des articles qui sont sortis sur les effets spéciaux, et notamment toutes les scènes où il est en voiture. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était lui. Mais en fait, c'est pas du tout lui, c'est le cascadeur. Ils ont mis des points sur son visage et après ils ont collé. C'est assez bien fait. Enfin, cette scène-là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est un effet spécial, ça se voit pas, Mm. c'est dingue d'avoir été jusque-là. Je donne mon avis là sur le clone de. Mais pourquoi? Mais pourquoi Alors là, cette partie-là, ça fait partie de la grande, enfin, de la grande zone dans le film où j'étais là, j'en peux plus, faut couper, ça va beaucoup trop loin. Ça m'est égal en fait. Donc ça a apporté, oui, de la violence. C'était cool pour un film qui était arrêté de rire grâce à Deadpool, mais ça n'avait aucun intérêt. Enfin, pour moi, c'est parfaitement cohérent, c'est-à-dire que déjà, le labo dit qu'il essaye de faire des clones. Enfin, on le sait dans la vidéo qu'ils veulent faire des clones plutôt que d'élever des enfants. Et on sait qu'ils ont l'ADN de Logan. À partir du moment où tu pars en recherche de X-23, c'est parfaitement logique d'utiliser un clone de Logan comme arme. C'est Et comment ils ont fait pour que le clone soit super âgé? Parce que c'est X-24 le clone. Donc ça veut dire qu'il est arrivé après Laura. Ils ont fait comme dans l'attaque des clones de Star Wars, ils ont Et un ils les ont fait système de vieillir. vieillissement. Enfin, tu vois, après là, c'est une question de technologie sur un truc qui n'existe pas, donc moi, ça me Ça te pose dérange pas pas de outre problème. mesure. Non, moi c'est vraiment cette partie-là. Et en fait, ça va aussi avec la partie avec la famille. Aucun intérêt cette zone avec la famille, avec le père qui a des problèmes avec son arrivée d'eau, qui veut se faire expolier de son terrain. On s'en fout. Bah, ça prépare l'annonce de comment les mutants ont disparu par les OGM. Donc, toi, t'as compris que c'était à cause des OGM. Bah, bien sûr. C'est les OGM dans l'alimentation qui neutralisent le facteur X et qui empêchent le facteur X de se reproduire, d'être transmis aux autres générations, et du coup, il n'y a plus de mutants. C'est expliqué par le docteur. Ok, alors ça, moi, j'ai vraiment pas compris. Pourtant, j'ai écouté, je crois. Bah, il le dit clairement, hein, Il le dit clairement enfin, que c'est à cause de l'OGM. ouais, Ok, très bien. c'est en contrôlant l'alimentation et il dit c'est comme ça qu'on a éradiqué la polio aussi, effectivement. Enfin, Ouais, mais ça explique pourquoi il n'y a pas de nouveaux mutants, mais ça explique pas pourquoi il n'y a plus de mutants. bah après, déjà, il y a une partie qui sont morts Mort de vieillesse. de vieillesse et puis après, je dirais qu'il y a eu là après, effectivement, c'est pas détaillé, mais pour moi, il y a plein de possibilités parce qu'on sait que Charles a tué. Il en a pas tué tous, il en a tué même pas 10. Oui, mais du coup, enfin, il peut y avoir des enchaînements d'événements comme ça si ça produit une. Parce que pour moi, la maladie de Charles, elle vient des OGM Des OGM aussi. aussi? Ouais. Que lui, il a son Alzheimer ou on sait pas trop quoi, parce qu'il était déjà mutant et qu'il a mangé ça. Donc, moi, sur le background, je trouve que ils ont mis ce qu'il fallait avec cette explication-là, avec la petite vidéo de l'infirmière, et que justement, ils ne sont pas embêtés à essayer de nous mettre des trucs comme
Il y a dans X-Men Days of Future Past avec les sentinelles et tout ça qui servent à rien, où là c'est trop long et je trouve que là du coup on se concentre vraiment sur la partie road movie et pour moi c'est bien qu'ils se soient pas embêtés à faire un truc plus long et inutile juste pour mettre un semblant de profondeur. Alors oui, c'est clair, il gère très bien le côté road movie et je pense qu'aussi il gère très bien le côté c'est une trilogie Wolverine et c'est pas autre chose. Moi, ça m'a manqué de pas mieux comprendre que j'ai pas compris que c'était à cause des EGM qu'il y avait plus d'X-Men, enfin pas de nouveaux X-Men. J'ai pas compris pourquoi il y avait pas plus d'X-Men, pourquoi ils sont tous morts. C'est pas, pour moi, c'est pas assez clair. Après, même le situer dans une timeline, bon ça, c'est pas grave, on va laisser tomber, mais moi Ouais, ça de m'a, toute façon la timeline X-Men elle est complètement pétée donc elle est pétée dans tous les cas. Je pense qu'il y a une timeline avant Days of Future Past, après Days of Future Past, et il doit y avoir même une timeline Wolverine. Enfin, je vois pas trop, mais ils essayent quand même de faire des liens avec les autres, au moins les autres Wolverine, bah, avec le premier X-Men surtout, et avec le premier avec le X-Men, statut de la liberté. qui est mentionné en effet, mais j'ai manqué de cohérence, et je voulais pas un truc beaucoup plus long, je voulais juste un petit clin d'œil, une petite phrase qui rappelle, qui nous explique oui ou non, est-ce qu'on est vraiment dans un univers mutant partagé ou pas. Je commence à en douter plus que pour Marvel, mais ça, c'est pas... Ouais, moi je t'avoue que pour moi c'était pas du tout un critère de réussite ou pas. Enfin, j'ai vraiment analysé le film tout seul et j'ai pas cherché à regarder plus loin ces liens avec les autres films X-Men, parce que de toute façon déjà dans les autres films X-Men il y en a un sur deux qui est mauvais, donc j'ai pas forcément besoin ni envie qu'on me le rappelle. Enfin, là, Mais t'en as 2 sur 3 qui sont mauvais pour Wolverine, hein. bah oui, oui. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait mon article. J'ai dit le troisième n'est pas toujours le pire, contrairement À ce que dit à Brian. X-Men Apocalypse. C'est ça. Mais non, mais voilà, enfin justement celui-là, si tu compares en dehors de l'univers X-Men, juste en qualité d'écriture et de réalisation par rapport aux deux autres, il est 1000 fois supérieur. Il y a un vrai travail de photographie, à la fois dans le sud, à la frontière mexicaine et à la frontière canadienne. Il y a des belles recherches de plans aussi pour mettre en avant le Logan fatigué. Enfin, en termes juste de technique de cinéma, c'est déjà ils ont passé un autre braquet qu'ils n'avaient pas dans ceux d'avant et qu'ils n'avaient même pas forcément dans certains films X-Men selon moi. Donc rien que ça mérite d'être salué. Et puis on a en plus une réalisation avec le rated R qui fait qu'on a des scènes d'action qui sont vachement plus lisibles parce que du coup on a la violence qui est affichée et qui a pu à masquer par des cuts à tour de bras. On voit notamment les premiers mouvements de X23 dans la planque, ils sont juste géniaux. Ils sont ouffissimes. Ils sont permis justement parce qu'on la voit Oui, parce qu'on la faire voit la faire. découpe quoi. Non, non, en effet, dans l'idée, la chorégraphie des scènes de violence sont mieux. Après, il y en a beaucoup. Et là, toutes les scènes avec X24, entre le fait que j'ai pas compris l'intérêt de montrer X24, et vraiment, là, c'était de la violence pour de la violence, du Wolverine contre Wolverine. N'étant pas une grande fan de Wolverine, moi, ça, Ouais, ça a bah abusé ma après, patience. Mais après, effectivement, c'est ton intérêt au personnage. Moi j'ai vu ça aussi comme un clin d'œil de ce qui fait un peu le personnage, de la lutte entre l'homme et la bête qu'il a un peu tout le temps. Et je trouvais que c'était une bonne. C'était intéressant d'avoir ça aussi. Et finalement, des scènes de combat, il n'y en a pas tant que ça, hein. non, non, Il y en a, non, il y en mais a, enfin, sur la il y en a fin, quatre. si, quand même. Ouais. Que t'as la fin dans la forêt, t'as la maison Le- de la famille Des fermiers, ouais. d'agriculteurs. T'as quand ils quittent, quand ils sont à Las Vegas et quand ils quittent la planque. Et la toute première, qui donne le ton avec la limousine. Ouais, 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 mais Bon, quand même, qui la est première, claire qui est oui, rapide par rapport aux autres. Mais mais elle est quand même très violente. elle donne le ton, Elle est effectivement. moins longue, mais elle est quand même ultra Mhm. violente. Enfin, tu comprends que, ok, on est dans un film Wolverine, qu'il Bah va ouais. y avoir de la violence, ça va être même très violent, et on ne Mhm. tourne pas autour du pot pour ça. Effectivement, il y a un côté un peu perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films X-Men. Après, je l'ai pas trouvé excessive non plus. On en avait besoin pour ce personnage-là.
et que même si là on est sur du film, mais par rapport à ce qu'on peut voir dans des comics, on est à milieu des trucs complètement bourrins qu'il peut faire lui dans les bouquins. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop le personnage, parce que je trouve que c'est plus une bête sauvage qu'autre chose, et que c'est beaucoup trop violent, et qu'il n'y a pas de subtilité. Donc en effet, le film correspond à l'idée du personnage que j'en ai, et oui, c'est assez fidèle, et je peux pas critiquer ça. Après, en effet, je suis pas fan du personnage, donc dans tous les cas, je suis pas le public, je vais pas Oui, apprécier Logan. on a une base de départ, on va dire, enfin un œil qui est pas le même, parce que moi je suis très en attente et toi moins, donc forcément. Moi, j'étais en attente pour X23 et j'ai été dans l'ensemble ultra satisfaite par ce qu'ils ont fait de X23. Donc, Ouais. Il faut dire bravo pour le casting d'ailleurs de cette gamine, parce que moi je trouve elle est parfaite dans le registre enfin, du mutant combattant, et aussi à la fin quand elle passe on va dire à l'enfant, ouais. plus sensible, c'est pas bizarre. Non, ça paraît normal. La transition elle est bien faite, et le jeu de la gamine, il est pas. La scène d'enterrement, quand elle cite le western, bah, c'est presque le seul moment d'enfant qu'elle a eu Ouais. quand Charles Xavier lui parle de ce western-là, sans que ça la marque un peu. Bon, après, être touché par un film, chacun jugera si un film peut te toucher à ce point-là ou pas, mais Oui, mais comme c'est son premier souvenir, en fait, ça va voilà. être ça, parce que tous les autres souvenirs qu'elle a eus, c'est être entraînée, être mutilée. Exactement, et du coup, je trouve que le fait qu'elle fasse ce petit mot-là à l'enterrement, eh ben, ça marche bien, alors qu'on peut facilement tomber sur des trucs ridicules. Non, mais ça montre que même quand il est tout vieillissant et quasiment sénile, le professeur X reste le professeur Mm. X, qu'il aura toujours vocation de protéger les jeunes mutants. Et même Wolverine, s'il a beau dire qu'il déteste les gens et qu'il faut pas s'approcher de lui, dans X-Men 1, si il est autant impliqué avec les X-Men, c'est à cause du sort que réserve Magneto à Mm. Malicia. Et c'est justement Malicia qui le croise pour la première fois. Donc Mm. toute cette Et relation qu'il avait avec Malicia, qu'il a eu dans les deux films, parce que même dans le 2, c'est... Mm. Enfin, ça se voit qu'il y a un peu une relation père-fille. Et Bah, dans le 2, il a une relation avec Charles Xavier qui est plus forte aussi, qui est mentor. comme il l'aide à retrouver son passé, etc. Donc non, avec Laura, c'est assez bien fait et c'est aussi un peu similaire dans les comics. Dans les comics, il regrette d'être la cause de l'existence de Laura, il regrette ce qu'on a infligé à Laura à cause de lui. Il le regrette aussi, mais il se sent pas trop responsable parce que de toute façon, il n'aurait rien pu faire. Mais voilà, il devient le mentor et c'est un peu oui, c'est un bon mentor pour Laura. Oui, oui, et lui-même, quand il s'attache à la gamine, il n'y a pas, pareil, il n'y a pas un discours à rallonge en disant oh là là, si j'aurais voulu profiter de mon enfant, Ouais. machin et tout. Enfin, je sais Non, plus ce qu'il dit, mais il dit juste un petit geste affectueux sois heureuse au Canada, ou enfin un truc comme ça. Et ça c'est un truc ça me permet de faire la transition que j'ai trouvé très bien fait, c'est l'écriture justement des dialogues. not okay. C'est le truc qu'il dit tout le temps. Not okay. Et fuck beaucoup aussi. Mais enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça où les scénaristes ils ont vachement bien compris le personnage. Quand pour le coup, quand c'est Charles Xavier qui meurt et qu'il essaye de dire un truc, mais il trouve rien. Voilà, quand tous les moments pareil, où Charles Xavier ou Caliban essaye de lui parler un peu de ce qu'il faudrait faire, etc. Il est ouvert à rien, il n'y a pas de débat, il y a pas de... Et ça, du coup, je trouve que c'est une bonne. Ils auraient pu tomber dans des pièges un peu tire-larme qui n'auraient pas du tout collé à Wolverine, et ils sont pas tombés dedans, et je trouve que ça, c'est un bon point. Ah, mais l'absence de dialogue n'est pas un point négatif dans ce film-là. Au Mm. contraire, enfin, il parle quand il faut parler. Même Laura, quand elle se met à dire 36 000 mots à la seconde en espagnol, je trouve ça génial. Et le fait que Charles arrive à parler avec Laura alors que bah, ils disent pas des mots, mais parce qu'ils parlent dans la tête. Enfin, c'est bien fait, c'est justifié. Et on se dit pas, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Enfin, non, Oui. il y a des dialogues quand il y a besoin de dialogue, mais parce que les acteurs arrivent à bien gérer leur personnage. Enfin,
aussi bien Hugh Jackman que Patrick Stewart connaissent leur Mm. personnage, ils savent ce qu'ils peuvent en faire et ça c'est très cool. Ça m'a fait un choc quand tu le vois dans son réservoir, dans son fauteuil roulant, en train de délirer. C'est tellement, c'est prenant quoi sur ce personnage-là de le voir. Tu vois beaucoup plus que dans X-Men Apocalypse quand James McAvoy est fracassé où là t'as juste envie de lui dire avec connard. Arrête tes conneries, tu colles de claques Bouge-toi. et voilà. Bon après c'est pas le même âge mais Patrick Stewart est vraiment touchant sur ça et tout le long du film il garde ce côté le côté idéaliste du professeur X qui est quand même enfin voilà c'est le principe même du personnage s'il est en opposition à Magneto c'est parce qu'il est idéaliste et que Magneto est fataliste mais il y a quand même au fur et à mesure des choses où il se rend compte que ouais c'est plus dur aujourd'hui enfin dans leur aujourd'hui à eux de garder l'espoir, etc. Il fait pas la morale à Logan. Il lui dit essaye de voir les choses autrement et ça fait une bonne relation entre les deux personnages. Mais en même temps, c'est quand même assez ouf d'être encore idéaliste à 90 ans, je crois, alors que finalement, il a jamais réussi son rêve, et c'est plutôt la fatalité de Magneto qui l'a emporté. Donc en effet, il va pas se renier, mais il est obligé aussi de voir ce qu'il a sous les yeux, Mm. que il a échoué. Mhm. Mais justement, là aussi, à nouveau, je trouve que le dosage est plutôt bon. Non, mais le film est bien dosé, il est juste trop long. Il y a une demi-heure en trop, putain. J'en pouvais Moi, j'ai plus. pas trouvé vraiment, je me suis laissé embarquer, j'ai pas trouvé de temps mort. La scène dans la famille d'agriculteurs, moi, je l'ai pas trouvé si inutile que ça. Enfin, La scène avec la famille, elle était très mignonne parce que justement, ça permettait de voir Laura se détendre, de voir le trio se détendre. Ils auraient pu le faire d'une autre manière, avec les mêmes conséquences, sans se payer toute l'histoire avec la famille, sans se payer l'histoire avec les OGM, sans se payer X24. Enfin, c'était plus ça. Et aussi, ce qui est un peu une longueur, et là, ce qui est un peu un foirage sur le film, c'est les méchants. Ils servent à rien. En fait, ils servent juste de prétexte à ouais, lancer un road movie. Donc, oui, et encore une fois, on a puis des méchants mal écrits. Enfin, ça commence effectivement, à être un peu oui, une classique. c'est le docteur Follin, c'est un striker bis, mais qui est pas aussi bon que le striker de D'origine, ouais. X-Men 2, clairement. Et puis après, l'autre, oui, c'est le mercenaire. Ils ont tous des bras mécaniques. Pourquoi ils ont des Taré. bras mécaniques? Ouais, il bosse pour une boîte de biotech. Non, mais je suis d'accord. Eux, ils sont pas très prenants, mais Et Caliban, qui sert à rien. Enfin, on nous a collé un mutant, qu'il soit là ou pas là, aucun intérêt. En plus, finalement, il les aide, il permet aux méchants de les retrouver à Las Vegas. Mais il décide quand même de se sacrifier. Il aurait pas pu se sacrifier dès le début, ça nous aurait ennuyé. Enfin, tout ce qu'ils ont fait entre Las Vegas et les fermiers, ils auraient pu tout réunir à Las Vegas. Ils auraient enlevé les fermiers, ça aurait enlevé une demi-heure et ça aurait été bien. ouais, moi, ça m'a pas gêné, ce truc-là. Je trouvais que ça donnait un peu de matière, effectivement, avec la faiblesse des méchants, mais qui, pour moi, est remplacé par la bonne surprise du X-24. Après, faut aimer le X-24, Faut aimer évidemment, pour que ce mais soit voilà, enfin, une bonne surprise qui rattrape, mais j'ai pas été gêné plus que ça. J'ai quand même eu peur jusqu'à la dernière seconde du film qu'on voit une petite pierre qui tremble sur la tombe de Logan pour faire il est peut-être pas mort, machin et tout. quoi, comme dans Batman versus Superman. C'est ça. Mais du coup, là, j'ai trouvé que, mine de rien aussi, même si on savait que les acteurs Il s'arrêtaient l'avait là, il l'avait assez dit qu'ils allaient s'arrêter là. oui, Là, ça aurait été un manque de respect pour le personnage, ça aurait été un manque de respect pour nous. mais Mais pour... ils auraient pu s'arrêter aussi sur un happy end, et ça aurait été une erreur, mais ils auraient pu le faire, qu'ils partent tous les trois, et puis que Charles Xavier il fasse la deuxième école au fond des bois, Non, et ça aurait été nul, ça aurait été très nul. ça aurait été nul, mais justement, ils ont évité ce mauvais truc-là. Non, le seul happy end qu'il y a, c'est que dans ce futur qui est je sais plus quand, il y a des nouveaux mutants. Hmm. Mais même ça, ils sont même pas obligés de les exploiter. Enfin, est-ce que ils peuvent s'engager à faire une nouvelle trilogie Wolverine avec X-23?
Je suis pas certain que ça ait de l'intérêt. C'est pas certain que ça ait de l'intérêt, et puis ça aurait pas le même intérêt que dans les comics, puisque dans les comics, Laura a vraiment bossé, et elle a vraiment été élevée par Wolverine, donc c'est assez logique. Là, c'est ok, Ils ont fait une semaine ensemble. Ils ont fait une semaine ensemble, ils ont pas cultivé les lamas ou autre, donc aucun intérêt. C'est pas dit qu'on aurait une nouvelle trilogie Wolverine avec Laura, Je et pense c'est qu'il pas gênant. y a pas, non, il y a pas de raison. Même moi qui aime beaucoup le personnage, avec Logan, j'ai eu ce qu'il me fallait. Et j'ai été aussi content de voir un Hugh Jackman qui me semblait un peu plus impliqué que dans les autres Wolverine. Pour moi, il avait l'air tellement à l'ouest. Genre, comme le personnage, blasé. Ouais, bah pour moi, il est. Après, il le fait très bien. Pour moi, c'est le personnage, c'est pas l'acteur. Enfin, J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal à voir la différence. Comme Robert Downey Jr. avec Iron Man, où on sait plus trop qui est qui, bah là j'ai eu du mal à voir si c'était. Parce que tu vois, si on compare par exemple avec X-Men Origins Wolverine que tu as vu, dans celui-là, il a aucune expression, il a passé plus de temps à faire de la gonflette qu'à travailler son texte, et il n'y a rien Oui, il qui est transparaît, lisse. Ouais. il est totalement lisse. Et là, le côté blasé, pour moi, c'est le personnage et c'est pas l'acteur qu'on a rien à foutre. Du coup, je trouve qu'il y a des petits trucs qui sont présents là où il faut quand il y a un moment, la scène où il enchaîne les clients dans la limousine Ouais. et que tu as l'enterrement De vie de jeune jeune fille. fille où la fille lui montre ses seins. Il a le petit sourire bête, machin. Enfin, c'est des micro-détails, mais qui font que bah, le personnage vit, quoi. Oui, bien sûr. Il est pas juste coincé devant son volant à fixer la route au loin. Et je dis pas que c'est un jeu d'acteur phénoménal, de toute façon, le personnage le permet pas. Mais je trouve il est présent et il fait bien le boulot. Après, les autres éléments autour qui composent le film, il n'y a rien de mémorable. Enfin, la bande originale, je suis incapable de te dire ce qu'il y a dedans, à part qu'il y a du Johnny Cash Mais il y a vraiment du Johnny à la Cash. fin. C'est le générique de fin. Oui, c'est le générique de C'est le fin. générique de fin. Mais voilà, sinon, après, on est sur des pianos quand c'est triste, sur La guitare des, électrique. Non, je la- plaisante. non, mais ça va être des percussions et des cuivres quand il y a de l'action. Enfin, là, pour le coup, on est Oui, sur du basique. gros classique, voilà, qui te gêne pas, qui te sort pas du film, mais qui est pas gênant. En même temps, s'ils avaient mis une musique qu'on connaît, je pense que ça aurait cassé le visionnage. Parce que j'ai vu Kong et j'ai vu les Figures de l'ombre dans la même journée. Et les deux ont une bande originale très musique populaire. Enfin, et tu te dis, waouh, trop bien, il y a cette musique, t'as envie de le réécouter. Mais finalement, tu passes plus un bon moment parce que t'entends une musique qui est cool, plutôt que t'entends une musique qui colle bien au film. Enfin, ça aurait pu casser. Et en même temps, t'es dans un truc apocalyptique. C'est le voyage de fin de Wolverine. Avoir une musique qu'on connaît, ça aurait pu faire très bizarre. Oui, oui, et puis en plus, comme il y avait déjà également Johnny Cash dans le trailer, il n'y avait pas besoin d'en rajouter non plus. En tout cas, je trouve que le film a quand même eu la chance d'avoir eu Deadpool et son petit budget qui était un pari moins risqué pour la Fox pour ouvrir la porte à cette violence et à ces films plus adultes. Parce que clairement, c'est un point qui a du sens dans Logan et qui est pour moi une vraie contribution au personnage. Parce qu'un Wolverine pas violent et qui dit pas de gros mots. C'est ça aussi, je pense, qui a peut-être gêné Dans les deux premiers. dans les deux premiers, parce que quand il est au milieu des autres X-Men, bah, il est Ils se font dans la masse, il ouais, c'est voilà, ils normal. se font dans la masse, effectivement, et quand il est tout seul, on a besoin d'avoir beaucoup plus de dureté qu'on n'a pas. Et du coup, je trouve que voilà, on peut dire merci à Deadpool pour avoir déblayé le chemin de ce côté-là. Et du coup, je serais pas contre, effectivement, s'il y a d'autres héros où c'est justifié, Ouais, il faut que ça soit justifié. que ça soit le cas sur d'autres films. Genre, est-ce que tu imagines le film New Mutants qui sont techniquement en train de commencer à préparer en Rated R, Non, sachant que c'est une celui-là, équipe de mutants très jeunes. celui-là, il a pas d'intérêt. Ça va être un truc un peu plus teenage, comme le First Class ou les choses comme ça. Il y a pas de raison. Et je vois pas aujourd'hui particulièrement un des films
qui sont annoncés ou qui sont supposés le mériter, mais je trouve que il faut que la Fox garde cette possibilité-là le moment où il faudra le faire. Mais comme Marvel aussi se l'est un peu permis, les films sont pas du tout ultra violents, ils sont très famille, alors que les séries Netflix le sont un peu plus. Enfin, je pense qu'on voit beaucoup plus de violence et de sang dans Daredevil. Enfin, j'ai vraiment Daredevil dans le côté ultra violent chez Marvel. C'est justifié, sans ça, ça aurait pu fonctionner aussi, mais ça apporte plus d'épaisseur à la série. Le montrer dans un film Avengers, ça aurait pu être très bizarre. Effectivement, parce que ça doit se faire progressivement. C'est vrai que dans Thor Ragnarok, là, on pourrait aimer avoir un truc plus violent Ouais, dans les scènes de l'arène. avec, voilà, avec Thor et Hulk. Mais ce serait bizarre de le mettre Juste là, comme ça. De but en blanc, ce serait pas cohérent. Voilà, bah du coup, je vais faire la petite conclusion qui va résumer ce qu'on a dit. C'est quand même le meilleur film Wolverine qui a été fait. Donc Logan est une bonne surprise pour dire au revoir à Hugh Jackman et Patrick Stewart. Il a ses défauts que chacun jugera et puis qui vont dépendre bien sûr aussi de l'attachement que vous avez au personnage. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point et puis c'est le cas pour tous les films de super-héros. Mais voilà, il conclut bien cette trilogie Wolverine. Ouais, et je suis quand même très contente de l'avoir vu et je suis aussi très contente que James Mangold ait fait un très bon film et que les scénaristes aient écrit un très bon film. Aussi bien pour moi, parce que j'ai trouvé ça cool, et surtout pour les fans ultra du personnage qui, jusqu'à présent, ont été quand même assez déçus et bafoués dans leur amour. Donc c'est un bon film et c'est un bon au revoir, comme tu le dis, à Hugh Jackman et à Patrick Stewart. Et sans transition aucune, parce que j'en ai pas trouvé, on va passer aux questions qu'on nous a posées. C'est un petit peu brutal, mais j'avais vraiment pas d'idée là pour. Alors la première c'était Rhys Wayne, je ne sais pas, qui nous. Désolé hein, à nouveau pour cette prononciation. Généralement les pseudos je les massacre. Qui nous dit, pensez-vous que Thor Ragnarok peut être la belle surprise de 2017? La direction rétro et buddy movie du film pourra-t-elle relever la franchise selon vous? Alors, est-ce que Thor Ragnarok sera la belle surprise de 2017? Moi, je pense que j'ai plus d'espoir dans les Gardiens de la Galaxie. Je pense que ce sera un meilleur film, mais par contre, ça pourrait être une belle surprise pour la saga Thor. Ouais, parce que les gardiens, s'ils sont dans la lignée des gardiens, Oui, ce ça sera pas sera une bien. surprise. Ça sera pas une surprise. Mais effectivement, c'est la franchise qui souffre un peu, qui est un peu en dessous quand même Non, c'est Iron du Man. MCU. Les goûts et les couleurs. Voilà. Après, sur la direction rétro et buddy movie, j'avoue que moi, je suis pas capable de dire aujourd'hui si c'est la vraie direction du film. On sait que Thor et Hulk seront ensemble, mais est-ce qu'ils font vraiment mais équipe du début jusqu'à la voilà, fin? parce On n'en qu'on sait sait rien. qu'il va y avoir Doctor Strange qui va passer à un moment ou un autre. Ouais, mais il y a Loki. Mais il y a Loki, voilà, donc est-ce que Hulk et Thor, ça va être vraiment le fil rouge ensemble ou est-ce que, je sais pas, à un moment ils vont quitter l'arène et puis En fait, on n'en sait rien. ciao, Enfin, salut, voilà, on sait pas. Et la touche rétro, là à nouveau non plus, moi je suis pas capable de dire s'il y aura vraiment une touche rétro, on a vu trop peu pour pouvoir. trop peu, et puis le peu qu'on a vu, j'ai trouvé ça ultra coloré. Bon, après, oui, la cover de Entertainment Weekly était un peu abusée, niveau couleur, mais je pense que c'était fait Ouais, exprès. ouais. Mais quand même, après, quand ils nous ont montré 2-3 images, j'ai trouvé ça ultra coloré. Et même les figurants qu'on a vite fait vus, et t'as l'impression que c'est Mardi Gras. Même si Mm. tu me dis après il faut voir la post-prod et autres, mais Ouais, quand c'est même, ça, après à c'est plus coloré l'étalonnage, que rétro. notamment si c'est filmé pour la 3D parce que ça atténue, on perd toujours de la couleur quand on filme pour la 3D. C'était particulièrement frappant si vous avez vu des décors du Hobbit à l'époque, où là tu avais vraiment des arcs-en-ciel et en fait tu le perçois pas du tout dans le film. Donc ouais, voilà, sur la direction, aujourd'hui on n'est pas forcément capable de dire que c'est la direction qui sera prise, donc on va le dire, Pourquoi pas, mais pourquoi pas sans opinion pour le moment,
faute d'infos. Mais c'est vrai que par contre, l'idée d'un buddy movie Hulk-Thor, ça pourrait être quelque chose de rigolo si c'est la ligne qu'ils ont prise. Mais il peut faire un buddy movie avec Loki, il peut faire avec Valkyrie, vu qu'on sait qu'il va la croiser. Enfin, faut voir, faudra au moins peut-être attendre le premier trailer qui nous dira Mm. rien, mais qui nous donnera au moins des pistes et on n'arrête Sur pas de le faire des style, suivis. Ouais. ouais. On a des questions de la part de Charlie, et la première concerne: est-il possible que les Defenders et les Agents of Shield apparaissent dans les prochains Avengers? On en rêverait, mais vu comment les choses sont parties, et vu comment les choses, on les a pas mal analysées dans les différents podcasts précédents, pour moi, la réponse va être non. Il y a 3 tons beaucoup trop différents, et Oui, ça commence à être compliqué en fait. c'est ça. Il y a déjà beaucoup de personnages juste avec les personnages du MCU ciné. Ouais. Et je pense qu'ils vont pas prendre le risque d'en rajouter, sachant que les gens qui suivent le Ciné ciné, ne suivent pas ils suivent forcément pas les forcément la séries. série, voilà. Donc, on peut se tromper, mais il y a quand même vraiment peu de chances qu'ils soient là dans les 2 prochains films Avengers. Et encore une question de Charlie qui nous demande si le film Inhumain est-il abandonné ou mis entre parenthèses. Euh, la réponse officielle de la part de Marvel Studios, enfin c'est pas une vraie réponse, c'est une absence de réponse. Ils n'ont toujours rien dit concernant le film. Je crois même que Kevin Feige a vite fait un moment une déclaration en disant c'est pas parce qu'il y a une série qu'il n'y a pas de film. Sauf que je vois pas ce qu'il va mettre dans son film, vu que la série parle de la famille royale. Ouais, c'est ça, à moins que pour la première fois, ils fassent une adaptation, enfin, ils gardent le même casting, etc., et que le film soit La l'occasion suite, de faire un premier pont série, ciné, et qu'après les Inhumains rencontrent des Avengers ou des choses comme ça, c'est quand même une hypothèse. C'est pas la plus probable, elle est pas impossible maintenant qu'ils ont construit pas mal de choses, mais c'est quand même pas la plus probable, donc c'est difficile aujourd'hui de se prononcer. On a plutôt tendance à penser que le film va être annulé, oui, en plus, mais les 4 premiers épisodes de la série vont être tournés en IMAX et vont être diffusés dans les cinémas de T2 IMAX aux États-Unis. Donc là, par contre, ça c'est une grande première. Donc oui, peut-être que le pont cinéma-série, ils tentent de le faire de plus en plus, mais là c'est plus sur un mode de diffusion. C'est pas sur un mode d'histoire, d'écriture. Donc je pense aussi que le film est abandonné, sauf s'ils ont une très très bonne idée, et c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit pour le moment. Et aussi, ça ferait la première annulation de film pour Marvel. Donc peut-être qu'ils disent rien pour éviter d'avoir une mauvaise presse ou de se dire ça y est, après Avengers 3, le MCU va se casser la gueule. ils veulent pas un cours de bourse qui descend alors ils ont engagé un budget de ouf pour les 2 Avengers, c'est possible aussi. La question suivante, c'est Captain Raziel, je ne sais pas, qui nous demande avec Thor Ragnarok, Guardians of the Galaxy Volume 2 et Spider-Man Homecoming, est-ce que Marvel Studios nous préparait une esthétique rétro? C'est la deuxième fois qu'on en parle de rétro avec au moins Thor. Je pense que les gens ont vu des trucs que nous, on n'a pas vu. Ben ouais, c'est effectivement le truc, la réflexion qu'on se fait parce que on n'a pas cette impression-là. Pour moi, dans Les Gardiens de la Galaxie, le côté rétro, en fait, il est surtout présent par la musique, mais finalement, dans le design des vaisseaux, des personnages, etc., c'est pas si rétro que ça. Non. Ronan, l'accusateur, il est pas rétro. Star-Lord, il a son casque éventuellement qui peut Et l'être ces un petit t-shirts. peu, mais pas tant que ça. Quand ils sont sur les différentes planètes, c'est plutôt moderne. Donc en fait, je trouve il y a la musique qui peut donner cette impression-là de rétro, mais si on se concentre plus sur l'image, le rétro est pas si présent que ça. Et du coup, pour moi, c'est juste le style Gardien de la Galaxie qui Qui est est comme ça, oui. transposé. Donc dans Thor Ragnarok, on s'est déjà exprimé, et dans Spider-Man Homecoming, je vois pas du tout où est le côté rétro pour moi. Après, peut-être parce qu'il a pas, il fait pas adolescent ultra connecté ou à la Skins. Ça peut peut-être être ça et que finalement il fait plus adolescent, on va dire normal,
limite ça pourrait correspondre aux séries des années 90 qu'on avait. Ouais, mais il a quand même son smartphone. Mais oui, non, mais il a pas un Tom Go, mais je trouve pas non plus qu'il est plus rétro que n'importe quel film ado qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc je pense que pour l'instant, nous, on a envie de vous dire, bah non, Marvel Studios ne prépare pas une esthétique rétro. À moins que nous, on ait raté des choses, y a pas tant de style rétro que ça dans le film. Enfin, si dans Les Gardiens de la Galaxie, on avait vu des références à Flash Gordon, j'aurais bien voulu parler de rétro, mais on n'en est quand même pas là. Mm. Donc, si vous avez des explications sur pourquoi vous voyez du rétro, on serait ravis de les lire et de les comprendre. Et on a une dernière question de la part de Cyril qui nous demande alors, Captain America, slip ou caleçon? Faut dire qu'on s'est quand même pas mal posé la question en fait. Et on a une réponse qui nous semble assez justifiée qui est caleçon. Parce que quand Steve Rogers est encore faible, Steve Rogers, et qu'il veut rentrer dans l'armée américaine, on le voit en sous-vêtements, et ces sous-vêtements, c'est pas un slip, c'est un caleçon. Voilà. Mais il conviendrait de vérifier quel était le sous-vêtement fourni aux soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir savoir si, après son enrôlement, il est resté dans la team caleçon ou il est passé dans la team slip. Et maintenant, si on regarde en 2017, je pense que sous ta gouverne, Basile, parce que tu es peut-être le plus à même de savoir que moi, mais je le vois plutôt en boxer qu'en slip ou caleçon. J'ai pas d'images qui me viennent en tête tout de suite maintenant, mais... Chris Evans avec un boxer, peut-être. Ouais. Et je pense que ça colle. Si on voulait lui donner un petit côté sexy qui est quand même une part non négligeable de Captain America, il peut pas avoir un slip kangourou ni un caleçon à carreaux. Ouais, donc on Voilà. est au boxer. Donc du coup, on va dire caleçon, peut-être slip après pendant la guerre et boxer boxer maintenant. depuis le 21e siècle. Quel homme! Et on va finir avec une remarque de Loïc. Loïc qui nous avait fait part au moment du podcast qu'on avait consacré à Doctor Strange, qui nous avait demandé si on avait vu la tour Oscorp dans les différents plans de New York. Et toi et moi, on avait dit non. Mais après, tout était possible et pourquoi pas. Mais en tout cas, on n'avait rien vu. Vu que maintenant le film est sorti en Blu-ray et que les versions digitales sont trouvées un peu partout et en bonne qualité, Loïc a revu le film et il nous confirme qu'en effet, il n'y a pas de bâtiment Oscorp dans New York. Dans l'idée, c'est dommage, parce que ça aurait été cool de voir des conséquences du rapprochement Sony Marvel et des conséquences de la présence de Spider-Man Homecoming, vu qu'on a l'habitude de voir la tour Avengers, mais en même temps, après, c'est pas surprenant non plus. En tout cas, merci Loïc d'avoir fait le boulot jusqu'au bout et de nous avoir passé l'info. Ouais, parce que moi j'avais oublié. Et bah c'est tout pour nous. Et ouais, on a fini. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain en avril. Et on parlera Kung Fu De d'Iron Iron Fist. Salut, salut. Salut tout le monde. En me réécoutant, comme je faisais le montage du dernier, je me suis rendu compte que je disais les noms anglais, mais vraiment n'importe comment. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est quand même assez flagrant. Et j'avais l'impression d'être un peu Raffarin quand il avait dit To win win the yes, non, to win the yes, need the no, to win against the no. Truc complètement qui n'a rien à voir. Donc j'avais un peu l'impression d'être Raffarin.